Bonjour tout le monde. Comme vous avez vu, il y a l'annonce aujourd'hui concernant les investissements du Québec et les risques qu'on cède à Goldman Sachs, donc la deuxième plus grosse institution financière d'investissement dans le monde. On a l'impression d'être devant un mauvais film de casino. Là, on a comme la sueur là, qui descend du gouvernement, qui a une main qui se rend compte qu'elle est de plus en plus mauvaise et qui se dit « je vais en mettre encore un peu plus, je vais en mettre encore un peu plus, ça va en aller ». Dans les faits, ça serait drôle si ce n'était pas notre argent à nous toutes et tous avec lequel ce gouvernement joue au casino. Au début, il nous a dit c'est le nouveau Bay James du Québec. On voit bien aujourd'hui que c'est un fiasco de plus en plus et qu'on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on va essayer de sauver, entre guillemets, les investissements de Goldman Sachs, qui, faut-il le rappeler, quand même, c'est des requins de la finance mondiale. On joue dans une cour qui ne nous appartient pas. On devient un genre de capital de risque qui finance des compagnies qui ne sont même pas ici, parce que c'est une autre institution, ce qui se passe là-bas donc en Scandinavie, fait que on réitère encore une fois qu'il serait temps que les études économiques qui ont expliqué pourquoi autant de milliards ont été mis sur la table, et pour l'instant 700 millions sur la table, valent le coup, parce que sans ces études, évidemment, on sent bien qu'on est dans l'improvisation, et c'est un scandale sans nom qui, malheureusement, n'est pas fini de finir. Merci, Aaron. Juste quelques mots sur l'annonce qu'on a faite dimanche concernant l'alimentation scolaire. On a enfin dévoilé à Québec solidaire les détails de notre plan pour sortir la faim des écoles du Québec d'ici 2030. Vous savez à quel point ça nous tient à cœur, à quel point ça me tient à cœur comme bataille. Et magnifique coïncidence, hier, la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, dévoilait son rapport 2024 sur le bien-être des enfants montréalais. Et à la page 7 de ce rapport, la santé publique de Montréal, donc Mylène Drouin, recommande l'implantation d'un programme universel d'alimentation scolaire dans les écoles primaires dans une perspective de santé, de durabilité et d'équité à la page 7 du rapport. Donc voilà une démonstration de plus là, que ce consensus social sur l'importance de sortir la faim des écoles du Québec, il continue de grandir. On a maintenant la plus grande direction régionale de santé publique au Québec qui en fait une recommandation formelle au gouvernement du Québec. C'est pas rien, c'est un pas en avant qui est majeur pour la lutte contre l'insécurité alimentaire des enfants. Je vous le rappelle, un enfant sur 5 dans les écoles du Québec a faim. C'est une statistique que met à jour la santé publique de Montréal. On parle de 21 % des enfants de 0 à 12 ans à Montréal qui ont le ventre vide à l'école. Alors, les preuves s'accumulent sur la nécessité de sortir la faim des écoles du Québec. On va déposer aujourd'hui une motion pour demander au gouvernement du Québec d'étudier ce rapport-là et d'envisager la mise en œuvre de ces recommandations. On veut continuer de créer le front commun le plus large possible en matière d'un programme universel d'alimentation scolaire et ça me réjouit sincèrement de voir Mme Drouin se joindre à ce front commun. Restons à l'école Bedford. Est-ce qu'on doit renforcer la loi sur la laïcité? Ce qui s'est passé à l'école Bedford, c'est absolument inacceptable dans une société libre et démocratique. Il y a des enfants qui ont été privés de l'éducation de qualité auquel ils ont droit. Et c'est inadmissible. Et c'est inadmissible que ça ait duré aussi longtemps. C'est inadmissible que ça ait été aussi long avant de renvoyer les enseignants en question qui ont manqué à leurs devoirs professionnels. Moi, je m'explique très, très mal pourquoi ça a pris autant de temps, suspendre les enseignants en question. Je trouve que ce qui est allégué, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement c'était qui. Moi, je n'y crois pas. Beaucoup de gens ont manqué à leurs devoirs dans cette histoire-là. Le système a laissé tomber des dizaines et des dizaines d'enfants. Et il ne faut pas accepter ça. Mais pour renforcer la loi sur la laïcité de l'État, est-ce que vous devez, est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer? Une chose, depuis une quinzaine d'années, au Québec, le débat sur la laïcité s'est focalisé presque exclusivement sur la question des signes religieux. Et le Parti québécois et la CAQ ont
insister sur le fait que l'alpha et l'oméga de la laïcité au Québec, là, c'était de s'assurer qu'il n'y ait pas de signes visibles de croyances religieuses des enseignants des enseignants. Bien, à Bedford, il y avait 11 enseignants qui ont été suspendus, puis aux dernières nouvelles, il n'y en a aucun qui portait de signes religieux. Donc, de toute évidence, cette focalisation qu'on a malheureusement eue au Québec sur la simple question des signes religieux nous a fait passer à côté de ce qui est encore plus important, le travail que font les gens. Ce qui est garant d'une laïcité des institutions publiques au Québec, ce qui est garant d'une véritable laïcité de l'éducation nationale, c'est pas ce que les gens ont sur la tête, c'est ce que les gens ont dans la tête. Et je pense que la quinzaine d'années de débat sur la question des signes religieux a laissé dans son angle mort la question, qui est une question qui est beaucoup plus importante et fondamentale. Comment on s'assure que la prestation de services éducatifs, que l'enseignement qui est donné soit de qualité, soit dépourvu de préjugés sexistes, rétrogrades ou autres, que ces préjugés-là, par ailleurs, soient d'origine religieuse, d'origine culturelle ou d'origine inconnue, là. L'important, c'est la qualité de l'éducation, et c'est ce que ces enfants-là, à Bedford, n'ont pas eu. Sans ça, est-ce qu'il faut donner des dents à la loi sur la laïcité, quitte à la modifier ou quoi que ce soit, pour prévenir ça? Nous, depuis des années, on le dit, hein, s'assurer qu'il n'y a pas de prosélytisme dans les institutions publiques, c'est absolument essentiel. Si les faits à l'école Bedford se confirment et qu'il y a eu véritablement prosélytisme, nous, on est tout à fait ouvert à regarder quels mécanismes mettre en place pour s'assurer que les enfants du Québec, peu importe leur région, peu importe leur origine, peu importe la religion de leurs parents, peu importe si leurs parents ont une religion, aient la même qualité de l'éducation. Ce qui doit être mis au centre de notre débat, c'est l'intérêt et les droits des enfants. Oui, mais le PQ, par exemple, propose de s'intéresser à la mixité dans les classes, de s'assurer qu'il n'y ait pas... je veux pas de ghetto à la limite de classe, d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez qu'on devrait regarder ça? J'ai un peu de misère à comprendre où M. Plamondon veut en arriver. S'il veut parler, par exemple, de l'importance de régionaliser l'immigration au Québec, ça, c'est des propositions que vous nous avez entendu faire à Québec solidaire depuis des années. On est pour un système d'immigration qui régionalise mieux l'immigration. Je pense qu'il y a plutôt consensus là-dessus. Par ailleurs, le gouvernement qui a aboli les COFI, qui était le fer de lance de la régionalisation de l'immigration au Québec, c'est un gouvernement du Parti québécois. Donc, si M. Plamondon veut revenir sur ces décisions-là, dire qu'il faut mieux régionaliser l'immigration au Québec, sur ce simple élément-là, on n'est pas du tout en désaccord. Mais je vous écoutais le questionner tantôt. Quand on parle de mixité, bien là, il va falloir que M. Plamondon nous donne des détails. Qui fait partie de quelle catégorie d'élèves? Comment on va décider qui fait partie de la mixité puis de l'homogénéité? À partir de quand est-ce qu'on n'est plus immigrant, puis assez québécois? Je veux dire, il faut faire très attention dans ces débats-là. M. Plamondon lance des idées. Je trouve que ça manque beaucoup de précision. Qu'est-ce que vous pensez du travail du syndicat dans cette affaire à l'école Bedford? D'abord, là, un enseignant ou une enseignante qui fait régner un climat d'intimidation, de violence, ou qui alimente des préjugés sexistes dans son école, cet enseignant ou cette enseignante-là doit être renvoyé. Et aux dernières nouvelles, la job de renvoyer des gens, c'est la job des patrons. Donc, nous, on n'est pas du tout fermés à faire... En fait, on demande la tenue d'un post-mortem pour qu'on examine les actions du syndicat dans ce dossier-là. Et si le syndicat a commis des erreurs, bien, ils devront être reconnus. Mais faisons quand même attention, parce que M. Drainville a la part belle, tout en défendant les patrons qui n'ont rien fait, de dire « Ah, mais le syndicat aurait pu faire quelque chose. » Savez-vous, c'est quoi le pire qui peut arriver à un gestionnaire qui congédie quelqu'un? C'est quoi la pire des malédictions qui peut s'abattre sur lui? Un grief. Aux dernières nouvelles, il n'y a aucun gestionnaire qui est décédé d'avoir reçu un grief pour un congédiement qui s'est fait trop rapidement. Le CSSDM a choisi de ne pas agir, a choisi de ne pas renvoyer ces gens-là, de ne pas les suspendre, et c'est inacceptable. Mais je veux être bien clair. Moi, je ne dis pas que le syndicat a été parfait dans cette situation-là. Cette démonstration-là va devoir être faite. C'est pour ça que nous, on demande un post-mortem de toute cette saga-là pour qu'on examine vraiment qui a commis des erreurs, à quel moment. Moi, je ne suis pas prête à exclure que le syndicat ait fait des erreurs. Donc, mais je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que ce n'est pas au syndicat à renvoyer du monde. Ça, c'est la job des boss.
Puis les patrons au CSSDM n'ont pas fait leur travail. La bosse doit être limogée. Moi, on a eu cette question-là à plusieurs reprises dans les derniers jours. On l'a dit à plusieurs reprises, je vous le réitère ce matin. La direction du CSSDM n'a pas fait son travail. Si des profs font régner un climat sexiste, d'intimidation, de violence psychologique dans une école, la responsabilité d'agir, c'est la responsabilité de l'employeur. Et bien sûr qu'on s'attend tous à ce que les organisations syndicales fassent partie de la solution. Hein. Comprenez-moi bien. Mais à un moment donné, c'est pas le syndicat qui va renvoyer un membre du personnel. Ça, c'est la job des patrons. Il défend l'indéfendable parce qu'il veut la garder en place. Là. Moi, je pense qu'on a tous remarqué, à tout le monde en parle, M. Drainville ménager ses critiques sur la direction du CSSDM, alors que c'est eux qui avaient la responsabilité de suspendre les enseignants et puis voter très, très, très rapidement pour dire « oui, mais le syndicat, oui, mais le syndicat ». Qu'on les examine, les actions du syndicat dans cette histoire-là. Nous, on n'est pas prêts à leur signer un chèque en blanc. Mais oui. Est-ce que, est-ce que vous craignez, là, à la lumière de ce qu'on entend dans les derniers jours suite au rapport Bedford, une espèce de surenchère de la part du Parti québécois et de la CAQ? Moi, je pense qu'à mon premier point de presse de la session parlementaire, je vous ai dit, je crains cette session-ci, que sur les thèmes liés à l'identité, immigration, laïcité, valeurs, etc., je crains une surenchère. Je pense même que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 2 semaines, je vous ai parlé de cette surenchère-là, cette fois sur la question de l'immigration. Moi, je pense que je pense que c'est ce à quoi on assiste dans les dernières heures à partir du dossier de l'école Bedford. Ça me déçoit, je trouve ça regrettable. Les enfants de l'école Bedford, là, et les enfants du Québec en général, méritent une classe politique qui prend des décisions basées sur les faits et qui trouve des vraies solutions à leurs vrais problèmes, pas une compétition rhétorique. Vous pensez que les mécanismes qui existent actuellement au Québec sont suffisants pour protéger les enfants contre ce qui s'est passé à l'école Bedford? Faisons un post-mortem pour répondre à cette question-là. Parce que moi, je ne suis pas prêt à donner... Moi, je ne suis pas prêt à concéder au Centre de services scolaires de Montréal qu'ils avaient donc aucun moyen d'agir. J'ai beaucoup de difficultés à croire que même avec les lois et règlements en place, le Centre de services scolaires de Montréal n'était pas en mesure de réagir. Il y a eu des plaintes depuis des années. Il y a eu un premier rapport sur le climat de travail qui était clair. Je veux dire, la responsabilité là, d'assurer un milieu de travail exempt de harcèlement, là, peu importe que ce soit un harcèlement de sources culturelles, religieuses, sexistes, c'est la responsabilité de l'employeur. Donc, est-ce qu'on est ouvert à Québec solidaire à regarder comment, sur le plan, là, par exemple, des pratiques d'enseignement, comment on peut s'assurer qu'il n'y ait vraiment aucun prosélytisme? Oui, on est ouvert. Mais est-ce qu'on est prêt à concéder au Centre de services scolaires de Montréal qu'il n'avait aucun moyen d'intervenir? Absolument pas. Moi, je trouve que je pense qu'il faut faire bien attention avant d'admettre que le Centre de services scolaires de Montréal était impuissant. Moi, je ne crois pas à l'impuissance du Centre de services scolaires de Montréal. Il y a des lois contre le harcèlement. Il y a un cadre pédagogique qui est clair au Québec. Des pratiques éducatives abusives, c'est interdit et les enseignants, enseignantes qui ont de telles pratiques doivent être sanctionnés. Alors, oui, ayons la conversation, mais attention, avant de faire la part belle au Centre de services de Montréal. Moi, je ne veux pas que Bernard Drainville utilise l'invitation qui lui est faite par M. Legault de travailler sur la question du prosélytisme pour qu'on ne parle plus des erreurs injustifiables du Centre de services de Montréal dans cette histoire. Sur la surenchère, c'est pas super clair pour moi. C'est quoi le problème dans ce dossier-là? Est-ce qu'on est allé trop loin dans certains propos dans la surenchère concernant le dossier de l'école Bedford? Est-ce qu'il y a des choses dans le contexte de la surenchère qui n'auraient pas dû être dites ou proposées? Je commentais le climat politique général des débats au Québec depuis un moment. Ça fait plusieurs fois que vous m'entendez dire ça. Ça ne prend pas un post-doctorat en analyse politique pour voir qu'il y a sur le plan électoral, sur le plan politique, une compétition, une surenchère entre le Parti québécois et la CAQ. C'est le cas sur les enjeux d'immigration, c'est le cas sur les enjeux de laïcité. Aux yeux de... On n'est pas là. Bien, moi, je pense que quand M. Plamondon dit qu'il y a peut-être pas assez d'enfants nés au Québec dans certaines classes, je pense que c'est un problème. Les centres de services, tout ça, là. Quand vous dites que vous êtes ouvert aux mécanismes, ce serait lesquels, par exemple? Renforcer la loi sur l'instruction publique? Ça peut être... La lutte, mettre des garde-fous là, supplémentaires
pour s'assurer que tous les enfants du Québec, tous les écoliers, tous les écolières, peu importe leur origine, peu importe leur région, aient la même éducation de qualité et que leur droit à eux et elles à une éducation de qualité soit effectif. On ne sera jamais fermé à ça. Bien sûr qu'on est ouvert à regarder ce qui peut être fait, mais attention à ne pas, par là, conclure que c'était donc impossible d'agir à l'école Bedford avec les règles actuelles. Moi, vous comprenez, là, je pense que la ligne que j'essaie de tracer ici, il ne faut pas que cette réflexion-là soit une manière de dédouaner les autorités en place, parce qu'il y a eu aveuglement volontaire. Là-dessus, je suis d'accord avec ma collègue Marois Risky. Et le centre de service scolaire, même avec les règles actuelles, aurait pu et aurait dû agir. Il y a plus de 2000 médecins. Il y a eu des propos menaçants des cadres. De M. Charcavoux. Ouais. C'est ça. Donc, est-ce que vous faites comme vous avez déjà entendu, Saint-Pierre Plamondon, est-ce que vous demandez à l'Assemblée nationale de protéger d'abord, la députée? Ces propos-là sont condamnables au plus haut point. Aucun député, jamais, aucune députée, jamais ne devrait avoir peur de faire son travail de législateur et de commenter. Et jamais aucun député devrait être exposé à des propos de cet ordre-là qui pourraient alimenter des menaces à leur sécurité. Pour ce qui est de la décision d'offrir ou pas de la sécurité à Mme Risky, c'est une conversation qui doit avoir lieu entre Marois et les gens de la sécurité publique et de l'Assemblée nationale. Mais nous, on est favorable à ce que tout député qui craint pour sa sécurité puisse être accompagné convenablement. Mais on ne va pas faire de demande politique de réclamer de la sécurité pour quelqu'un d'autre. C'est une discussion qui doit avoir lieu entre les autorités et la personne qui est concernée, mais on s'y opposera certainement pas. Puis j'en sais quelque chose, disons ça comme ça. Il y a plus de 2000 médecins qui sont formés au Québec, qui pratiquent en Ontario, qui sont formés surtout à l'Université McGill. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il faut remédier à la situation? Chacun a le droit d'aller pratiquer? Ouais. On a un gros problème au Québec parce qu'on forme beaucoup de médecins et il y en a beaucoup trop qui finissent dans le privé ou dans le reste du Canada, alors que leur formation a été financée par des fonds publics grâce à une politique d'accessibilité à l'enseignement supérieur qui est une des plus accessibles, et c'est une très bonne chose, en Amérique du Nord. Donc, on est en train de travailler là-dessus à Québec solidaire parce que c'est très préoccupant. On ne peut pas accepter de voir des médecins quitter en aussi grand nombre. On ne peut pas non plus accepter le phénomène des portes tournantes entre le privé et le public auquel on assiste présentement, parce que ça fait en sorte que au bout du compte, là, il y a des Québécois et Québécoises qui payent 2 fois pour se faire soigner, une fois dans leur rapport d'impôt. Puis là, une année, quand ils sont malades, ils se tournent vers le réseau public, les files d'attente sont trop longues, sont obligés par dépit de payer au privé. Et là, on paye 2 fois pour des soins de santé qui devraient être de qualité et accessibles. Le privé, puis ceux qui... C'est pas le même problème, mais le résultat des deux phénomènes, c'est qu'il nous manque de soins au public, au Québec. What message does the situation send to you when it comes to Bill 21? Well, the debate on secularism in Quebec has been for more than 15 years focused on the issue of visible religious symbols. I think that the scandal at the Bedford School shows that maybe we weren't talking about the good thing. Maybe what's fundamental is not what the people have on their head, but what people have in their head. And that prejudice, that discrimination, that intimidation, whether it's from a religious source or any other source, is unacceptable in our schools. We've been saying that. I remember Françoise David saying that years ago, saying, of course, the religious neutrality of the state is fundamental, but let's talk about it really fundamentally. Let's not talk about only what people look like. Let's talk about what they do in the classrooms. So 21 does not go far enough? You would amend It's it? not, it's You not would, a what would quantitative, you? for me, for us, it's not a That 21 quantitative. is focused on symbols, and you're saying it's not doesn't matter what matters is what's in your head. Yeah. So would you change? Would you agree to change the bill? Or? For us, it's not a quantitative question. It's not that it not goes far. It's not that it's not tough enough or it should be less tough. It's about what is secularism. Is it putting rules about what people look like, or it's making sure that in its effective work, the state is neutral, the state is separate from religion. That's the issue. I mean, we've been talking for 15 years about religious symbols, and we are still funding private religious schools with our with our tax and our taxpayer dollars.
That's another very good example on the fact that I think we have been focusing on our debate on secularism, not on what is essential. If you go through the Education Ministry's report, there are a few mentions of religious behaviors. Yeah. But the conclusion is that there was a clash of teaching practices, Exactly. Visions, ideological. It was not proven out of doubt that it was secularism was at stake. There is a danger for you that the Legault government is having right now a tunnel vision on secularism with the case of Bedford? You know, the report says that there were some things that were maybe from a religious influence, something maybe from a completely other influence. And there were teachers from all backgrounds in the school that were disagreeing with those practices. So yes, we should not simplify the issue, but if the question that is asked to me is, should we make sure that every kid in Quebec has an education of quality, the same quality of education that is without prejudice, that is without any bias, religious or other, yes, we agree with that at Québec Solidaire, and we will never be against to make sure that this is the reality in the schools. But what happened at the Bedford School goes further than this simple issue of secularism. But don't you want to have the proof first that there was religious proselytism, that there was a spread of religion between teachers and students? We are all commenting a story that we never personally lived. What we have is the reports that are saying things, and others, sometimes the language is clear, sometimes the language is more vague. So what needs to be done is a post-mortem evaluation of the situation to know where exactly in the last years people dropped the ball on that issue. But something is clear. With the actual rules of the Quebec state, those teachers should never have been allowed to continue teaching. It took an unacceptable delay before they were suspended. And let's think about what we can do more, yes, but let's not forget that even with our actual rules, we would have been able to act. I'm persuaded of that. There is no reason why a teacher that is installing an intimidation climate in its workplace should continue to be there without any consequences. And that is the responsibility of the bosses. And the bosses in that issue did not do their job. But is the Legault government focusing on the wrong aspect of the report by putting so much focus on secularism? I just want to clarify your position on that. It's a complicated situation. The report cites different events that could be attributed to different sources. But one thing is clear. We have been talking for 15 years about what teachers look like. Maybe that was the wrong topic of conversation. We should have been talking about what is being done in the classrooms, not what people look like. We've always, at Québec Solidaire, we have always said a real discussion about secularism should be about in French we say prestation de service. I have a hard time translating that. So the delivery. Yeah. We should have been talking about the delivery of services, not about that the people deliver service, what they look like. The doctors issue, it's not exactly a new problem, doctors leaving specifically from McGill to go to other places. The report seemed to indicate, though, that Dubé's ministry didn't know the magnitude of the problem. What does that tell you about? I think Mr. Dubé is voluntarily blind to one of the structural problems we have. It's not that we don't give enough diplomas each year for doctors, nurses, and healthcare professionals. Is that we deliver diplomas, but a less and less big proportion of that people work inside the public health sector in Quebec. A lot of them go outside of Quebec. A lot of them go work in the private sector. And if we don't address that hemorrhage, the patient will never get better. We will put in place solutions, but the problem will never be solved. Well, I think we have a real issue in Quebec. We have a very accessible policy in terms of post-secondary education, and that's an historical gain for the working class in Quebec, and we have to protect that. But we have also to make sure that people that
benefit from those formations actually contribute, especially for those kind of formations, to the public sector in Quebec.